Bonjour à tous, je m'appelle Marc Ménassé, je suis entrepreneur et investisseur. Je suis ravi de vous voir aujourd'hui, je suis ravi qu'on soit réunis ici. La scène, ça faisait longtemps que je n'étais pas monté sur scène, donc vous allez être indulgents, surtout après Guillaume, qui quand même, on doit se le dire, a tout donné. Donc je vais essayer d'être à la hauteur. Alors, en fait, moi j'ai commencé à entreprendre, j'avais 18 ans, 19 ans, donc depuis le départ, j'ai envie de créer des vocations. Donc j'ai une mission aujourd'hui en 20 minutes, c'est de créer des vocations. Donc je voudrais déjà savoir sur la scène, dans la salle, qui a déjà entrepris? Qui est toujours entrepreneur? Qui a envie d'être entrepreneur? Bon, bah c'est bien, parce que tous les autres, je vais essayer qu'à la fin de ces 20 minutes, vous ayez envie de faire quelque chose. Parce qu'entreprendre, c'est pas seulement créer une entreprise. On peut créer une association, on peut créer une entreprise, on peut développer un side business, on peut, pour les étudiants, payer son argent de poche grâce à un side business, on peut faire plein de choses. Donc c'est ma mission d'aujourd'hui. Alors ce que j'ai envie de vous dire, c'est que d'abord, dans un monde aujourd'hui où on parle beaucoup de pénibilité au travail, moi je dois vous dire que je suis extrêmement heureux dans mon travail. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai réussi, et c'est ce que j'essaye de véhiculer à chaque fois quand on entreprend, à trouver l'épicentre entre quelque chose qui est rémunérateur, qui est intéressant intellectuellement et qui me donne du plaisir au quotidien pour arriver au bureau avec mon équipe qui est là en partie et pouvoir transmettre. Et finalement, c'est ça que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est cette logique de plaisir, parce que moi, j'arrive pas d'allumer la télé en ce moment et la seule chose que j'entends, c'est des gens qui se plaignent de leur travail. Et je trouve ça terrible de se plaindre de son travail, parce qu'au fond, c'est la moitié de sa journée, le travail. Donc je me dis que l'entrepreneuriat, c'est le meilleur moyen pour prendre en main son destin, aller le chercher et faire en sorte de se créer une vie, un monde, un entourage, des collègues, un mari, une femme, et quelque chose finalement qui va dicter son plaisir tout au long de sa vie. Donc c'est pour ça que j'aimerais qu'on mette de côté tout ce qu'on entend sur BFM et CNews et qu'on s'arrête 2 minutes sur c'est quoi finalement les clés pour être heureux. Parce que ça fait partie des clés pour être heureux. En tout cas, je vois beaucoup de gens, souvent, qui viennent me voir en me disant, tu vois, je suis malheureux dans mon job, comment je peux faire pour quitter, switcher de carrière et finalement, au-delà de mon rôle d'entrepreneur, mon rôle d'investisseur, il y a un peu un rôle de coach et j'aimerais partager les quelques clés avec vous. Alors, je dois dire que quand moi j'ai commencé en tant qu'entrepreneur, c'était très difficile. C'était très difficile à plein de titres. Il n'y avait pas de confiance pour créer une entreprise. La confiance, elle vient de quoi? Elle vient d'une famille. Moi, mon père, il était profession libérale. Il n'a jamais vraiment compris que je voulais devenir entrepreneur. Il m'a toujours gardé comme un ovni. Voilà. Deuxièmement, il n'y avait pas d'argent. Il y a 20 ans, quand vous commenciez à entreprendre, il n'y avait pas de business angel, il y avait très peu de fonds d'investissement. Il y avait encore moins de fonds d'investissement qui vous suivaient, comme c'est le cas chez nous, chez Founders Future, puisqu'on fait le premier chèque important dans la vie de l'entreprise. Il n'y avait pas ces gens-là. Et puis surtout, il n'y avait pas une logique à avoir accès à du savoir-faire. Aujourd'hui, vous allez sur YouTube, vous allez sur Internet, même vous rencontrez des entrepreneurs. Vous voyez, ma génération d'entrepreneurs, ou même les plus anciens, ils sont parfaitement aptes à recevoir un mail LinkedIn, que vous les contactiez, parce que la première logique quand on est entrepreneur, c'est d'oser. Et oser contacter quelqu'un pour lui dire, écoute, j'ai besoin de conseils, peut-être je vais me lancer, est-ce que tu peux me donner 1 ou 2 tips? Voilà. Et oser, finalement, c'est aller au contact du savoir, aller au contact de l'argent, aller au contact des bonnes idées, et je commencerai même par le début, c'est aller au contact d'associés. Associés, parce qu'au début, on se dit, voilà, l'entrepreneuriat, c'est une sorte de mariage. On va, au fond, avoir une idée. L'idée, vous le savez, c'est pas grand-chose. Vous êtes dans les dîners avec les copains qui ont des bonnes idées, il y en a tout le temps. Ces bonnes idées, elles restent de temps en temps enfermées à double tour, et le type, il vous dit, ou la fille, elle vous dit, ah mais Yuka, on est actionnaire de Yuka, on adore Yuka, j'y avais pensé il y a 15 ans. Ah oui, mais d'accord, mais t'as pas fait Yuka, tu vois. Yuka, il l'a fait, il a 30 millions d'utilisateurs, et toi, t'es resté avec ton idée. Donc déjà, de passer du stade de l'idée au stade de comment je fais pour, à un moment donné, avoir le courage d'aller voir mon boss, d'aller lui négocier une rupture conventionnelle, parce que déjà il sera fermé, tac, il va pas vouloir vous donner une rupture conventionnelle, il va pas vouloir vous écouter, et donc ça, faut avoir le cran. Et si vous avez le cran, c'est parce que généralement vous avez créé une sorte de cocon autour de vous qui va donner cette confiance
de sortir le meilleur de vous pour aller à la négo et aller à la guerre. Et la guerre, c'est cette fameuse rupture conventionnelle qui va vous dire, bon bah voilà, au moins avec une petite rupture, je vais pouvoir payer mon loyer, être cool et pouvoir développer mon entreprise sereinement. Ensuite, c'est toutes les soirées avec ses associés que vous allez passer à phosphorer pour passer du stade de l'idée au stade de l'exécution et pour avoir ce fameux début de quelque chose qui va vous permettre, encore une fois, de créer de la confiance vers des gens qui vont peut-être vous apporter un peu d'argent, l'argent nécessaire au début. On parle de love money et c'est pas pour rien que ça s'appelle de la love money. C'est généralement des gens qui vous aiment et qui ont envie de faire du bien. Et ces gens-là, vous allez réussir à les convaincre parce qu'au-delà du fait qu'ils vous aiment, ils vont voir en vous cette motivation que vous avez, ce cran que vous avez. Et je dirais c'est ce qui fait la différence entre un bon entrepreneur et un entrepreneur moins incarné, je dirais. C'est justement le fait de mettre ses tripes sur la table et d'aller convaincre sa famille, ses amis, de faire le début de l'aventure. Et une fois qu'on a réuni tout ça, on commence à avoir dans ce cocon un peu les conditions qui sont réunies et de pouvoir se heurter au monde extérieur. Le monde extérieur, il est beaucoup plus dur que sa famille, que ses amis. Il est beaucoup plus dur que ses associés. On dit souvent, voilà, c'est le monde où on prend son envol. Et le monde où on prend son envol, bah, souvent, il y a peu d'élus, quoi. Et donc, il faut être bien meilleur que tout le monde, bien meilleur que tout le monde. J'ai pas de recette à vous donner, si ce n'est quoi. Oui, il faut travailler 2 fois plus. Malheureusement, il y a une corrélation, je vous le dis. J'ai financé aujourd'hui, donc j'ai créé 4 entreprises, moi. J'ai financé 300 entrepreneurs dans ma vie d'investisseur. Chez Founders Future, on a 90 participations, 200 fondateurs et fondatrices. Et je dois dire qu'il y a une corrélation directe, et je ne vais pas vous surprendre, entre le volume de travail et le succès. Donc pour ceux qui s'asseyent au fond du fauteuil et qui pensent que ça va tomber tout cuit, ça n'existe pas. Deuxièmement, il n'y a pas de bonnes idées. Je vais vous dire, moi la première, je préfère une très mauvaise idée avec une équipe de lions, plutôt qu'une très très bonne équipe avec une équipe de poneys. Parce que les gens parlent des licornes, mais bon, les licornes, tout ça, c'est après. Et le point derrière se heurter finalement au monde extérieur, c'est d'avoir, on dit souvent, il faut accumuler un certain nombre de choses. La première chose, c'est régler un problème, qui soit un problème évident. Ensuite, finalement, avoir un début de produit, qui soit un produit simple, qui réponde à une demande, donc un marché qui soit adressable. Souvent, on a des entrepreneurs qui viennent nous voir en nous disant, bah voilà, tu comprends, je règle le problème du directeur financier sur un micro-sujet. Mais on ne veut pas de micro-sujet quand on entreprend. Pourquoi on ne veut pas de micro-sujet? Parce qu'un micro-marché qui est adressable dans le monde, bah, on ne créera pas une belle entreprise. Alors qu'un très très gros marché, même si son entreprise est petite et qu'on ramasse les miettes, on arrivera à faire naviguer son entreprise. Donc il faut vraiment, je dirais, se heurter au monde extérieur pour valider le fait qu'il y a un vrai marché adressable. Ensuite, il faut, et je dis souvent, c'est humain, la nature, je dirais, est curieuse. Moi, je vois énormément de gens qui ont envie de se lancer dans des thématiques qu'ils n'ont jamais vues, dans lesquelles ils n'ont jamais travaillé. Alors, ils se disent que demain matin, ils veulent lancer une société dans l'immobilier, ils n'ont jamais fait d'immobilier. Bon, bah, je vous dis, c'est une grave erreur. Voilà, pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous avez un job et que vous êtes dans une entreprise, vous regardez autour de vous, et ben, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que c'est en regardant autour de vous, en ayant fait 2, 3, 4 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans dans une boîte, ou dans un secteur, pardon, que vous allez trouver là ce qu'il faut trouver pour créer une belle boîte. Du réseau et un produit évident. Et puis, une fois qu'on s'est dit tout ça, vous allez vous heurter au monde extérieur et continuer à vous heurter au monde extérieur avec le fait de mobiliser de l'argent pour trouver des fonds, avec généralement des gens qui sont soit des professionnels de l'investissement, soit des business angels. Et c'est extrêmement important à 2 titres. Le premier titre, c'est que vous allez trouver finalement un miroir qui est un miroir honnête. Alors, tout n'est pas bon à prendre. Il y a des gens qui vont vous casser. C'est comme dans la vie, il y a des cons partout. Bah, vous trouverez aussi des cons chez les business angels. Voilà. Mais il y a des gens aussi extrêmement bienveillants. Et franchement, je vous souhaite d'en trouver sur votre route. Parce que cette logique de transmission, on la trouve tous les jours chez des business angels qui ont eu des carrières extraordinaires au sein de grands groupes.
qui ont été entrepreneurs ou sont entrepreneurs, et qui donc vont être dans une logique, ce qu'on appelle un peu de mentorship, mais surtout de bienveillance et de transmission sur votre projet. Et plus vous en avez, mieux c'est. Mieux c'est parce que vous trouverez finalement quelqu'un qui a un lien capitalistique chez vous, donc qui a investi son argent. Il y a quoi de mieux pour être motivé qu'investir son argent dans une boîte? Vous devez être sûr que tout le monde est motivé. Et ensuite, la nature est bien faite. Et moi, on le voit, on le vit chez Founders Future tous les jours sur des gens qui ont envie justement d'accompagner et de vous transmettre finalement les erreurs qu'ils ont déjà fait pour vous aiguiller et qu'au lieu de prendre l'escalier, vous puissiez prendre l'escalator. Et puis ensuite, je dirais, dans la logique de faire, on a de la chance en 2023 et dans les années qui vont venir d'avoir accès à la technologie, d'avoir accès à des outils. Je trouve que le no-code, typiquement, pour illustrer ce que je vous dis, est une révolution incroyable. Incroyable, pourquoi? Parce que quand vous voulez lancer, je prends l'exemple d'un site e-commerce, il y a 20 ans, il fallait tout développer from scratch. Aujourd'hui, pour lancer un site e-commerce, vous allez sur quoi comme software? Sur Shopify. Et vous ouvrez votre boutique en quelques clics. Et vous avez l'équivalent de ce que je vous illustre sur absolument tout. Donc, faire un produit qui existe, où finalement vous n'avez pas besoin de réinventer la roue et vous allez vous concentrer sur l'essentiel, c'est une vraie force. Ensuite, je considère, si vous voulez, qu'en 2023, entreprendre, c'est aussi vouloir faire du bien. Vouloir faire du bien à plusieurs titres. Alexandre Mars en parlait ce matin, il a parfaitement raison. Il faut arrêter d'opposer le capitalisme au fait du faire du bien. J'entends sur les réseaux sociaux, bon nombre d'élus expliquent qu'il faut plus de milliardaires en France. Je voyais cette même personne hier ne pas comprendre le concept d'un milliardaire dont l'entreprise paierait 5 milliards de contributions sociales en France. Donc on peut les remercier plutôt tous les jours et c'est plutôt assez inspirant de voir des capitaines d'industrie faire des belles choses pour notre pays et surtout rester dans notre pays. Et pourquoi je vous dis ça? Je vous dis que la logique capitaliste d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans n'est plus du tout la même aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il faut s'inscrire, et nous on prône ça, et pour ça qu'on a un fonds d'impact en amorçage, c'est pour ça qu'on est devenu Bicorp, c'est pour ça qu'on a lancé un fonds de dotation, c'est que cette logique de faire du bien d'un côté, mais de créer une équation économique qui soit viable, avec de l'ambition, c'est une forme, je dirais, d'épanouissement en tant qu'entrepreneur et pour l'équipe qui est incroyable. Vous mettez le pied en dehors de chez vous, non seulement vous faites du business, vous créez votre boîte, vous recrutez et vous faites du bien. Et donc ce qu'on dit, c'est que même si au démarrage, dans votre entreprise, vous n'étiez pas sorti pour faire du bien, vous pouvez vous dire que vous allez designer en fait votre entreprise, vous allez designer votre produit pour qu'il soit bon. Et bon, c'est quoi? Bon, c'est être à parité. Voilà, c'est vous associer, qui est une association mixte d'hommes et de femmes. C'est de faire en sorte quand vous recrutez des jeunes, des moins jeunes, des hommes et des femmes. Alors certes, dans certains milieux, c'est quelque chose de difficile parce qu'il y a un biais à l'entrée. En effet, quand vous recrutez des devs, eh ben, des devs, il y a plus d'hommes que de femmes. Mais se faire mal pour justement qu'il y ait une diversité et qu'il y ait une mixité, c'est bon pour la boîte. C'est bon pour la boîte parce que c'est le yin et le yang, c'est un équilibre. C'est faire en sorte de créer le débat avec des visions qui sont différentes, qui opposent les hommes et les femmes et qui, au fond, font une meilleure entreprise. Faire du bien, c'est aussi s'occuper de l'environnement et bien se comporter dans un bureau et dans une entreprise par rapport aux produits qu'on design. Et je pense que c'est parfaitement possible et que ça ne coûte pas plus cher de bien se comporter. Faire du bien, c'est partager la valeur. C'est faire en sorte que dès le départ, vous ayez un plan de BSPCE, faire en sorte qu'au départ, vous mettiez en place la participation à l'intéressement et que vous ayez un partage de valeur juste, efficace, le jour où vous allez gagner de l'argent et être profitable, parce que quelquefois, on s'émancipe trop de la juste équation économique et de la profitabilité. Qui est-ce qui est dans la tech dans la salle? Bon, il n'y a pas grand... Ok, d'accord. Vous êtes en minorité, ce qui est quand même assez rare, mais dans la tech, qui est donc une industrie dans laquelle moi j'évolue et on investit avec toute l'équipe dans Founders Future, beaucoup d'entrepreneurs se sont dit que la fin, l'endgame, c'était de lever de l'argent. Mais moi je vais vous dire, plus on lève d'argent, plus on a d'emmerde. Parce que plus on lève d'argent, plus on doit en rendre à son investisseur, et plus on doit créer de la valeur. Et puis au fond, quand on n'a pas d'argent, on ne le met pas au travail, donc quand on n'a pas d'argent, on n'a pas d'emmerde. Et donc cette logique, moi j'ai pas de problème pour lever de l'argent, on finance des boîtes tous les jours. Mais in fine, ce que vous voulez avec cet argent, c'est créer de la valeur.
Et cette valeur, elle doit rejaillir vers votre entreprise pour lui créer une capacité d'investissement, faire grossir les équipes, se développer à l'international, mais aussi générer des profits qui vont pouvoir, qui est une arme exceptionnelle, le profit. C'est une arme à plein d'égards. C'est une arme pour, je disais, investir, mais c'est une arme aussi pour rendre heureux vos collaborateurs, parce que quand vous avez typiquement mis en place la participation à l'intéressement et que vous avez un partage de valeur évident, ou des BSPCE quand la société se fait racheter, vous faites en sorte que, et moi ça m'est arrivé dans mes entreprises, que des dizaines de personnes puissent acheter leur appart. Est-ce que moi, quand j'étais entrepreneur et que j'ai cédé mes entreprises, j'ai été fier avec mes associés de faire en sorte que les collaborateurs que j'avais fait venir, dont certains étaient juniors, étaient payés, je parle de ça à l'époque, de l'ordre de 30K, 35K, 40K, et qui ont grossi, dont le salaire a grossi au fur et à mesure, qui ont eu de l'incentive salarié, et qui un jour, lorsqu'on a revendu l'entreprise, ont pu toucher beaucoup d'argent, ce qui a fait l'apport de leur appartement, on peut que être fier de ça. Et donc moi, ce que je prône, et c'est une valeur importante dans cette logique de transmission, c'est pas seulement une transmission en termes de savoir, mais c'est aussi une transmission de l'objet qu'on crée ensemble. Et je crois, et c'est pour ça que je mets cette petite graine dans votre tête, c'est de dire que l'entrepreneuriat, au fond, si on devait le résumer, c'est l'une des plus belles aventures collectives qu'on puisse vivre. Alors, ça paraît un peu le monde des bisounours, ce que je vous raconte, parce que je vous raconte quelque chose qui, au fond, est une sorte de tracé un peu linéaire. Et en effet, l'entrepreneuriat, ça peut monter vers le haut, mais pas forcément de façon directe. Voilà. Il y a des hauts, il y a des bas. Moi, j'ai eu des succès, j'ai eu des échecs. On dit souvent qu'on apprend beaucoup dans l'échec. Moi, c'est mon cas. J'ai autant appris dans les échecs que dans le succès. Je sais, dans la salle, certains d'entre vous vivent des situations entrepreneuriales ou même dans un job difficile. Mais je dois dire qu'au fond, quand on vit une situation difficile et qu'on est bien entouré, et qu'on est dans cette logique de transmission et de give back, bah normalement, on doit passer à travers. Et on doit surtout, au-delà du temps qui joue beaucoup pour se relever quand on a un échec, mais ça, c'est le temps joue pour beaucoup de choses dans la vie, il faut s'en servir derrière. Et je crois que la France, qui est un pays à plein d'égards formidable, a eu un peu de temps à accepter l'échec, a encore beaucoup de temps, mais trop de temps à accepter l'échec, mais que la jeune génération, je considère que j'en fais partie, et c'est justement de le rendre un peu plus à la mode anglo-saxonne, où au fond, c'est vrai que quand vous discutez avec les Américains, avec les Anglais, ils ont un rapport à l'échec qui est à l'opposé de nous, c'est-à-dire, au contraire, quelqu'un qui rebondit a d'autant plus d'aura que quelqu'un qui a réussi de façon linéaire. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que dans cette logique de collectif, dans cette logique de transmission, ce qui compte, c'est de tenter. Une fois que vous aurez tenté, il se passera plein de choses, et je suis sûr qu'avec le mindset et le collectif, vous arriverez à entreprendre et à continuer à faire quelque chose de très très bon. Et puis la dernière chose sur laquelle je voudrais aussi partager, c'est que la fierté entrepreneuriale de transmission avec les collaborateurs dans le quotidien de l'entreprise, c'est aussi avoir une mission qui est une mission de créer des champions en France dans un système où la France, on est les meilleurs pour expliquer que rien ne va, mais comparé à d'autres pays qu'on voit tous les jours, on nous donne un terrain de jeu qui est juste incroyable. Et je ne mets pas de disclaimer, je ne suis pas payé par le gouvernement, je suis juste un entrepreneur qui a démarré avec zéro, qui a suivi un parcours plutôt classique, qui a fait l'intégralité de mon patrimoine grâce à mes entreprises, qui a décidé avec Founders Future de le réinvestir et de le mettre au service des entrepreneurs. Donc moi-même d'être extrêmement mouillé et de me réinvestir et me remettre à risque énormément. Et je dois dire que souvent, les gens en France ont tendance à voir le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Et qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que le premier financeur de l'entrepreneuriat, c'est le Pôle emploi. Et que tout ça, c'est lié à notre système et que ce n'est absolument pas le cas à l'étranger et que c'est une grande chance. Donc voilà, donc pour résumer, il me reste 35 secondes. J'ai envie de dire qu'il faut de l'audace. N'hésitez pas à aller voir votre boss, à venir nous voir, allez voir votre boss,
à aller au contact, à essayer de choper la fameuse rupture qui va vous faire que vous allez tenter, à parler aux copains et à vous dire surtout que l'idée, elle ne reste pas enfermée dans le placard, mais vous allez la mettre en œuvre. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, j'étais très content d'être là. Merci.